Bonjour Olivier, Bonjour. merci d'avoir accepté l'entretien exploratoire. Je vous poserai quelques questions, donc bien évidemment vous avez la libre parole. Donc l'idée c'est de vous exprimer, de dire ce que vous pensez du sujet et ne pas hésiter à aussi compléter si vous avez besoin de dire des choses qui ne sont pas forcément dans la question. Cet entretien est confidentiel. Très bien. Donc voilà, donc ça reste dans le cadre professionnel et ça sera dans l'anonymat. Je vous donne donc la parole. La première des questions, c'est de me parler de vous. Si vous voulez bien me parler de votre parcours. Alors, moi je suis diplômé depuis depuis mai 2008, ouais c'est ça. Voilà, j'ai intégré le service des urgences à la suite de mon stage pré-pro. Voilà, en attendant le diplôme, j'étais faisant fonction aide-soignant dans le même service. Et donc les urgences, c'est mon premier poste. Voilà. Je suis toujours aux urgences et je m'occupe de l'encadrement des étudiants. Je suis membre de la commission scientifique de médecine d'urgence depuis déjà 2 ans. Je vais renouveler mon mandat cette année et je fais partie aussi du groupe au niveau de la formation interne dans le service. Voilà, plus ou moins. Très bien. Alors, si j'entends bien, vous êtes tuteur Oui, des étudiants. Tout à fait. J'étais déjà encadrant des étudiants bien avant la réforme 2009. Hein. Je suis arrivé en mai 2008 et fin de l'année, j'encadrais déjà les étudiants. Ça a toujours été une volonté pour moi d'encadrer les étudiants. Et après, j'ai été tuteur avant d'avoir la formation tutorat en 2009. Et je fais toujours partie de tout ce qui est encadrer les étudiants. Vous avez pu faire une différence entre ce qui était l'encadrement en 2009, donc avant 2009, pardon, puisque vous avez eu cette possibilité-là. Étonnamment, j'ai pas l'impression d'encadrer différemment les étudiants. C'est sûr que la nouvelle réforme est tombée un peu brutalement en 2009. Nous, on a eu la chance, comme on prend pas les premières années, on a eu une année de battement où on a justement pu réfléchir. Une fille. Très bien. Je sais pas tout faire la pause, mais bon, on reprend. Donc, mesurer donc l'écart entre les encadrements. Voilà, c'est ça. Donc, ouais, on a eu une année de battement pour pouvoir bosser sur la nouvelle réforme, parce qu'elle arrivait un peu brutalement quand même, cette réforme. Et au final, je trouve plutôt que c'est un peu la continuité de ce qu'on faisait déjà aux urgences. Enfin, par rapport à moi, j'ai toujours encadré les étudiants de la même façon, en les poussant sur l'autonomie, en les poussant sur la réflexion de ce qu'ils font tout le temps en stage, tous les jours. Et c'est un peu ce que fait cette réforme, quoi. Donc elle a été maladroitement mise en place dans les services. Je peux comprendre que dans certains services ça s'est mal passé. Mais après, au final, c'est quand même mieux qu'une MSP, quoi. Alors, vous avez parlé d'autonomie. Oui. Qu'est-ce que vous entendez par autonomie? L'autonomie, c'est faire seul. C'est-à-dire que l'étudiant doit être autonome dans sa réflexion, dans ses connaissances, donc il est capable de les mobiliser, d'avoir fait des recherches ultérieures, il est capable de répondre au patient quand le patient lui demande, il est capable de prendre en charge un patient, et ça veut dire du début jusqu'à la fin, en demandant s'il a des difficultés. L'autonomie, c'est aussi faire preuve de recul sur sa pratique, et donc de tirer la sonnette d'alarme s'il y a une difficulté, et dans ces cas-là, on se retourne vers le référent, vers le tuteur. Voilà, c'est ça l'autonomie, c'est être réflexif, et donc c'est à chaque fois qu'on encadre un étudiant. Vous pouvez préciser, être en réflexif? Réflexif, c'est faire les choses et s'interroger sur sa propre pratique. C'est-à-dire, voilà, je fais du vélo et je me regarde faire du vélo. Et donc, c'est de se poser les bonnes questions. C'est nous, en tant qu'encadrants, on se doit de l'être aussi, de se poser les bonnes questions. Et ça a été un peu compliqué au début avec cette
réforme là, 2009 de remettre un peu tout ce qu'on fait tous les jours. Parce que expliquer ce qu'on fait par exemple en cas de prise en charge d'un patient avec une douleur thoracique, bah, c'est facile, c'est un peu des réflexes qu'on a avec l'expérience, mais mettre ça sur le papier pour que ça soit très clair et que tout le monde soit unanime sur la prise en charge, bah, ça demande une vraie réflexion, ce qui n'était pas évident toujours. Et demander ça à l'étudiant, ça l'est encore moins, donc il faut déjà passer par cette étape-là pour après le demander à l'étudiant. Voilà, ça va dans les deux sens. Il ne faut pas quelqu'un qui n'est pas sûr de soi, quelqu'un qui doute de ses compétences ou alors qui est un peu déviant sur sa pratique. C'est généralement pas le profil qui va encadrer les étudiants. Voilà. Donc après, moi j'ai rien à, je cache rien à l'étudiant. Enfin généralement je suis en accord avec les recommandations et quand je pose une question à l'étudiant, j'ai la réponse. Voilà. Donc c'est ça. L'étudiant peut aussi m'apprendre quelque chose. Donc ça va dans les deux sens. Pour tout le monde, mais en tout cas, moi j'apprends des fois des étudiants. Ça fera 10 ans bientôt que je suis dans ce service-là, et clairement, les étudiants, bah, il y a des nouvelles normes, il y a des nouvelles choses qui s'apprennent dans les services. L'hygiène, ça bouge énormément, tout ce qui est prise en charge, ça évolue également, et l'étudiant, bah, il peut aussi avoir raison, hein, c'est possible, quoi. Donc quand vous parlez de réflexion, Ouais. parce que vous m'avez dit que vous attendez que Oui, que l'étudiant soit autonome, tout à fait. mais aussi qu'il ait Ouais. une réflexion concernant son stage. Quand vous parlez de réflexion, Oui, c'est tout. C'est-à-dire que l'étudiant, de toute façon, un étudiant de base, moi, j'attends pas qu'il arrive avec toutes ses connaissances et qu'il sache tout, parce que déjà, c'est plutôt surréaliste de penser ça, mais justement, au contraire, j'attends qu'il témoigne un peu de ses difficultés, qu'il s'en rende compte assez rapidement et qu'il fasse un travail. Moi, je les invite à rechercher des informations, des connaissances dans leurs cours, dans tout ce qu'on peut avoir sur internet, parce que maintenant c'est internet, et le lendemain d'en rediscuter avec le professionnel ou le tuteur. Parce que je suis tuteur et je suis aussi professionnel de proximité. J'ai les deux casquettes, parce que je pourrais avoir une posture de tuteur très distant et juste faire des synthèses lors du mi-stage et à la fin de l'encadrement. Là, je fais les deux. Je les vois aussi sur le terrain. J'ai pas de souci avec tout ce qui est recul, émotion, etc. Et tout, voilà. Et donc, l'étudiant, c'est ça, c'est-à-dire qu'il ne sache pas les choses. Bah, c'est pas un problème en soi, quoi. C'est-à-dire que même s'il est prérequis, on attend toujours des prérequis des étudiants, bah, s'il les a pas le premier jour, il va les travailler dans le mois. C'est un peu ça. Et donc l'étudiant, il est réflexif sur ce qu'il fait. Il n'applique pas simplement la prescription médicale, il réfléchit à pourquoi il fait les choses. Et surtout, moi, ce que je demande aux étudiants, c'est de savoir répondre aux patients. Voilà, le patient peut très bien demander qu'est-ce que c'est un infarctus du myocarde, pourquoi on me fait tel examen, pourquoi on me fait telle prise de sang, et la crédibilité de l'étudiant face au patient, bah, clairement, si il dit bah je sais pas, je vais demander à l'infirmier, bah, dans ces cas-là, là, le patient il a complètement assimilé l'étudiant, bah, c'est un étudiant, donc je le calcule plus et je lui pose plus de questions et je lui demande plus rien, quoi. Voilà, donc, et la réflexivité amène à l'autonomie, c'est un peu logique. donc on est sur quelle population là quand vous parlez des étudiants? Vous êtes sur les populations première, deuxième, Alors troisième là, année? actuellement, on est sur deuxième, troisième année. Mhm. Sachant que là, l'IFSI Charles-Foy avec lequel on travaille part plutôt sur les troisième années. D'accord. Voilà, on a limité les places en termes d'accueil. On est sur 2 étudiants par session de 5 semaines. Et donc, je pense que comme les places sont plutôt rares, ils préfèrent envoyer des troisième années que des deuxième années. Mhm. Parce que deuxième année, c'est pas un étudiant de troisième année. Il faut d'autres enjeux, d'autres objectifs, peut-être les voir un peu à la baisse par rapport à un étudiant. Et on a eu des bonnes surprises. Il y a des étudiants en deuxième année qui sont tout à fait capables de réfléchir et de se poser les bonnes questions et d'avoir des meilleurs résultats, on va dire, une meilleure progression qu'un étudiant de troisième année. Voilà. On n'attend pas forcément qu'ils aient les cours à la fac ou voilà, et sachant que ça n'attend pas, donc c'est face au patient, face aux problématiques du patient, aux pathologies, ils vont réfléchir par rapport à ça et c'est là qu'ils vont apprendre des choses. Vous avez parlé d'objectifs Objectif, ouais. que l'étudiant apporte ou que vous lui... Alors ouais, les objectifs, nous on invite les étudiants à venir 15 jours, une semaine avant leur stage pour une présentation du service, pour un peu leur expliquer comment ça va se passer les urgences.
Et dans lors de ce rendez-vous, l'étudiant ramène déjà la première ébauche, on va dire, de ses objectifs. C'est des objectifs pas vraiment formalisés, qui sont juste sur un papier fait un peu vite fait. Et après, ils vont formaliser ça avec l'IFSI. Dans la première semaine, on leur demandera des objectifs formalisés. Voilà, ça c'est leurs propres objectifs. Et moi, j'aime bien redonner des objectifs aux étudiants, et ça c'est en fonction des étudiants. Voilà, le but n'est pas de leur mettre la pression, ils vont l'avoir de façon très très vite, la pression. Le but c'est de voir un peu, voilà, l'étudiant vers quoi il tend et qu'est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer. Les objectifs sont toujours en lien avec le profil voilà. de l'étudiant que vous accueillez. Je n'ai jamais un nombre de patients pour tel étudiant. Je n'ai jamais, que ce soit dans les différentes unités du service, l'UO, l'USR et les box, je fais ça en fonction de l'étudiant. Donc il n'y a pas d'objectifs préétablis, propres au service, qui sont de manière similaire sur l'ensemble des étudiants. Vous êtes dans quelque chose de personnalisé selon le profil et les attendus, peut-être. On se doute qu'à la fin c'est l'autonomie, donc ils vont être obligés de passer par différentes étapes pour être autonomes. Donc, et est-ce qu'ils le sont sûrement, l'autonomie? Est-ce qu'ils l'ont... Attends, je reformule, pardon. Est-ce qu'à l'issue de ce stage, en tout cas dans la dernière semaine peut-être, de manière systématique, les étudiants deviennent autonomes? Non, pas forcément de façon systématique. Là, par exemple, le dernier étudiant que j'ai eu était relativement autonome, mais avec beaucoup encore... alors autonome, ça veut dire les indicateurs, enfin les critères, les indicateurs et les critères des compétences sont dans l'acquis. Voilà, c'est ça l'autonomie. Et donc là, le dernier étudiant était plutôt sur... il y avait beaucoup d'améliorés. Mais en même temps, c'était un début de 3e année. Et c'est pas catastrophique, au contraire, c'était plutôt positif son stage, parce que il a compris ce qu'on attendait de lui. Il a compris comment il devait réfléchir pour ses prochains stages. Et c'est un peu ça aussi, la nouvelle réforme 2009 et tout, c'est que ce qu'ils ont appris dans un stage, ils peuvent le réutiliser dans l'autre. Voilà, et donc pour éviter de perdre... Donc là, il s'est posé la question, il a eu un déclic, il a compris ce qu'était un infirmier, et c'est déjà plutôt pas mal, quoi. Donc même s'il n'a pas eu tout acquis, c'était parce que c'était pas... Il avait encore besoin à certains moments d'être avec l'infirmier, et il n'était pas suffisamment autonome. Et après, c'est pas catastrophique, au contraire. Voilà. Vous arrivez à identifier les compétences sur lesquelles il faudrait apporter un axe. Oui, c'est-à-dire que là, depuis 2000, je crois que c'est 2016, début 2016, maintenant le bilan mi-stage est dans le portfolio, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, mais nous, on faisait déjà le bilan mi-stage de façon formalisée sur une feuille. On les faisait réfléchir sur des rosaces, on va dire, au niveau des différentes compétences, avec les critères, justement, les indicateurs. Et par rapport à ça, on voyait très vite, en mi-stage, par exemple, que l'étudiant tendait il était dans l'amélioré, et mon but un peu sur la synthèse, c'est de lui dire, voilà ce qu'il doit faire après pour tendre vers l'autonomie. Voilà, par exemple, il était dans l'amélioré au niveau délégation. Et il va falloir qu'il travaille un peu plus avec les aides-soignants, il va falloir qu'il travaille un peu plus pour être dans l'autonomie, c'est-à-dire déléguer, c'est aussi faire preuve d'autonomie. Et donc c'est un peu le rôle du tuteur alors on fait ça au bilan mi-stage, mais bien sûr chaque jour on a une traçabilité chaque jour avec les professionnels de proximité et avec le tuteur, à l'aide d'un cahier ou des feuilles de transmission, où on marque tout ce que fait l'étudiant, aussi bien positif que négatif. Et l'étudiant est tout à fait au clair avec ça, puisqu'il peut le lire et c'est accessible pour l'étudiant. Mais en tout cas, on voit ce que l'étudiant fait, et très vite, si on synthétise ces transmissions et ces rosaces, on arrive à voir le profil de l'étudiant pour les 2 dernières semaines. Voilà, on sait, il n'y a pas de surprise. Il sait sur quoi il doit travailler à la fin du bilan mi-stage. Et vous le renvoyez après, une semaine et après, ça va. Alors sur 5 semaines, ça va plutôt relativement vite. C'est vrai que le mi-stage arrive en 3e semaine, il lui reste après 1 semaine et demie.
donc ça va vite. Bah, on revoit au jour le jour. C'est vrai que le fait de remplir ces transmissions journalières, ça permet aussi avec l'étudiant de se poser juste en fin de service et de se dire bah voilà, je te marque ça, là tu as fait ça, tu as bien fait ça, là par contre il faut que tu améliores tes transmissions écrites. Et c'est des mini-bilans tous les jours. Donc en termes d'information, l'étudiant normalement a bien compris. Ah. Si vous aviez à définir l'accompagnement des étudiants, comment vous pourriez, Alors, l'accompagnement des étudiants, donc déjà, ça dépend quand on est tuteur ou professionnel de proximité. C'est deux choses différentes pour ouais, vous? C'est deux choses différentes. Je vais parler donc, tuteur déjà de base. Le tuteur, donc c'est celui qui fait la feuille de stage à la fin du stage. Donc on est sur un côté évaluation de l'étudiant. Donc ça c'est le côté final un peu du stage, mais on est aussi sur le côté accompagnement et donc là on est là pour lui donner toute l'aide nécessaire pour qu'il puisse justement tendre vers cette autonomie. Alors que le professionnel de proximité, il est plutôt sur un accompagnement, mais alors plus dans l'apport de connaissances. Il montre comment on doit travailler, voilà, déjà en l'observant, dans l'observation, puis après en posant des questions. Et c'est, en tant que professionnel de proximité, c'est vrai que là, on donne de l'information à l'étudiant. On lui explique, ça peut se faire. On répond aux questions de l'étudiant. Ça, c'est, voilà, j'ai tendance à dire, quand je suis avec des collègues, je leur dis, vous êtes professionnel de proximité, ne jouez pas au tuteur, n'essayez pas de piéger l'étudiant, donnez-lui tout ce que vous pouvez lui donner en termes d'apport. Moi, par contre, je ne donnerai pas forcément toutes les réponses. Je demanderai à l'étudiant d'aller travailler. Je demanderai à l'étudiant de me remontrer ses recherches après, qu'on discute, voilà, ce serait plus dans la recherche, dans la réflexion, et je suis là pour lui dire là où il doit vraiment travailler, là où ça marche pas. Là où ça c'est le rôle du tuteur. C'est le tuteur, ouais. Donc il est dans une position d'évaluateur, mais en même temps, pas tout le temps quand même. Il se positionne pour l'accompagner, voilà. En tout cas donner les ressources pour qu'il réussisse. C'est ça, tout à fait, les moyens de réussir. Les moyens. Voilà, les moyens de réussir, les moyens d'être autonome. Et qu'est-ce qui vous fait dire que, parce que vous avez parlé de piéger, il est possible qu'un tuteur, entre guillemets, piège l'étudiant? Alors, vous avez employé ce terme. Oui, j'ai employé ce terme, oui, parce que là je l'avais employé pour les professionnels de proximité. Il y a des fois des gens qui sont... Alors, professionnels de proximité, tout le monde devrait être professionnel de proximité. On s'aperçoit très vite qu'il y a des infirmiers qui ne veulent pas d'étudiants, ou alors qui perdent très vite patience. Et là, on peut tomber dans le côté un peu piège, et on peut tomber dans le côté casser l'étudiant, juste pour casser l'étudiant. Voilà. Et donc ça, c'est très mauvais. C'est aussi le rôle du tuteur d'identifier ça et d'arrêter assez vite ça invite toujours les étudiants à revenir me voir en étant assez critique sur les gens qui l'encadrent aussi, pour voir, voilà, il y a des méthodes qui peuvent ne pas marcher, mais la méchanceté pure et dure, l'humiliation, ça ne doit pas faire partie de l'encadrement d'étudiants. Après, moi, je piège les étudiants, mais quand je dis piège, c'est pas dans le côté justement casser l'étudiant, c'est dans le côté un peu pédagogique. C'est très vite, on se rend compte là que les étudiants, ils ont fait d'autres stages et ils n'ont pas l'air d'avoir appris autre chose, ou alors ils n'ont pas été poussés au niveau responsabilité. Un étudiant a autant de responsabilités qu'un infirmier, et souvent ils font confiance un peu trop à l'infirmier, ils se reposent sur l'infirmier qui l'encadre, et ils sont un peu limite sur la péremption des médicaments, sur l'intégrité de la vérification des médicaments, et ils font ça un peu de façon machinalement. Ils vont rendre des petits services par-ci par-là, des petites mains, et ça, en termes de stage, c'est pas terrible pour l'étudiant. L'étudiant ne va rien apprendre, et au contraire, il va juste faire des petites tâches qu'on va lui déléguer, quoi. Souvent, c'est le patient de la chambre 3, c'est pas monsieur untel, c'est le patient de la chambre 3, et on est sur des trucs très ponctuels. Donc ça, c'est pas bon. Donc moi, très vite, j'ai tendance pour par exemple une préparation de médicaments, je vais regarder l'étudiant, comment il prépare son médicament. Il n'est pas rare que je lui donne un autre médicament, un autre flacon, pour le pousser à regarder. Et même si je suis son encadrant, et il ne doit pas avoir une confiance totale en ses collègues, et voilà, la confiance n'évite pas le contrôle.
Et donc j'attends que l'étudiant vérifie son flacon, et s'il se trompe, voilà, je le laisse préparer son médicament, et à la fin je l'arrête et je lui parle. Voilà. Mais ça ne vaut pas un non acquis, ça ne vaut pas une sanction, ça vaut surtout une réflexion, et en se disant attention, je ne veux pas revoir ça plus tard dans le stage, est-ce que ça te serve un peu d'électrochoc, quoi. Voilà. Les étudiants, ils ne font pas la distinction des fois entre un chlore de sodium hypertonique et un 0,9%, quoi, un isotonique. Voilà. Et donc ça peut être dommageable quand on prépare une titration morphinique, par exemple. On va reconstituer une seringue avec de la morphine et du NaCl isotonique. Et ben, si c'est de l'hypertonique ne s'injecte pas en IVD. Voilà. Et ça, c'est pas rare d'avoir des étudiants qui se trompent de collègues qui ne le font pas non plus. Donc c'est vrai que ça paraît anodin, mais non, il faut vraiment vérifier les médicaments. Et laisse aussi les étudiants seuls très vite dans les box, en fonction de ce qu'ils me répondent, en fonction de comment ils se posent des questions. Je les laisse dans le box assez rapidement, et je leur dis toujours, si vous êtes dans le box, c'est que vous avez compris la prise en charge. Il y a une question. Bon, nous allons reprendre notre entretien de la plage 3. Donc nous sommes sur la plage 4 cette fois-ci. Donc merci Olivier d'avoir accepté de nouveau notre nouveau rendez-vous, puisque nous avons été interrompus la dernière fois. Donc je vais vous poser une question simple. Selon vous, quel est le rôle du tuteur de stage ? Le rôle du tuteur de stage, donc c'est un rôle d'encadrement des étudiants. Le tuteur est celui qui fait la feuille de stage à la fin du stage. C'est celui qui évalue l'étudiant, et c'est celui qui encadre également l'étudiant, qui pose des objectifs pour faire avancer l'étudiant infirmier, et surtout pour qu'il puisse s'améliorer et gagner en autonomie. Voilà, le tuteur est là pour aussi accompagner ses collègues de référents de proximité. Voilà, c'est une aide sur améliorer ce qu'il faut rectifier, ce qu'il faut au contraire favoriser dans la gestion, dans l'encadrement de l'étudiant. Voilà, donc c'est aussi bien avec les professionnels de proximité et aussi bien avec l'étudiant sur le bilan mi-stage, sur l'évaluation au quotidien et sur l'évaluation finale. D'accord. Vous avez parlé d'encadrement des étudiants. Qu'est-ce que pour vous l'encadrement des étudiants ? Est-ce qu'on peut parler d'accompagnement ? Oui, alors on peut parler d'accompagnement, mais après encadrement n'est pas non plus péjoratif. Enfin, il y a un accompagnement de l'étudiant au cours de son stage, mais il y a aussi une évaluation derrière. Donc c'est aussi ça. Par exemple, le professionnel de proximité aurait tendance à être plus dans un accompagnement et une transmission de savoir pratique de ce qui se passe sur le terrain. Le tuteur sera plus sur le côté mobilisation des connaissances théoriques sur le terrain, et faire des liens et pousser vers l'autonomie, pousser vers l'évaluation. Et le tuteur par exemple va synthétiser l'ensemble des transmissions, parce que nous au SAU Cochin on fait des transmissions journalières sur l'étudiant à l'aide d'un petit cahier ou des feuilles au nom de l'étudiant, et on va marquer chaque jour tout ce qui se passe avec l'étudiant, aussi bien positif que négatif. Ça permet d'avoir, s'il y a un changement de professionnel de proximité, il y a toujours quelqu'un, on est toujours au courant de l'avancée de l'étudiant. On ne recommence pas à zéro, parce que le but c'est vraiment qu'il gagne en autonomie. Et donc à la fin, arrivé au jour du bilan mi-stage, le tuteur doit tout synthétiser, tout ce qui s'est passé sur par exemple les 2 premières semaines, pour pouvoir donner des axes d'amélioration et pouvoir continuer dans les prochaines semaines, quoi. C'est vraiment important. Selon vous, si vous aviez à définir le mot accompagner. Accompagner, c'est-à-dire un étudiant, nous on prend des 3e années, mais on pourrait très bien aussi prendre des premières années, des 2e années, ça demanderait un petit peu plus de réflexion, mais ça pourrait se faire.
L'étudiant, j'attends pas qu'un étudiant arrive avec tout le savoir nécessaire voilà, pour faire son stage, parce que sinon on s'ennuierait beaucoup. J'attends de voir l'étudiant, voir ses difficultés, et c'est ça, ça commence avec ça, c'est-à-dire qu'on accompagne l'étudiant, on va déjà voir les difficultés de cet étudiant. Très vite, ça se fait dans la première semaine, déjà il arrive avec des objectifs, et donc on voit très vite là où ça va pêcher. Est-ce que c'est dans la mobilisation des connaissances? Est-ce que c'est un étudiant qui est dans la théorie, trop dans la théorie, parce que forcément c'est des étudiants, donc ils sont trop dans la théorie, il va falloir décortiquer leur théorie par rapport à ce qu'ils vont rencontrer en stage. Est-ce que c'est des étudiants qui au contraire manquent de connaissances? Donc voilà, ça c'est deux profils différents. Et ensuite après on a aussi des professionnels les promotions professionnelles qui eux ont plutôt une culture du terrain. Et donc, ils ont du mal avec la théorie, et ça veut dire qu'il va falloir aussi aller chercher dans leur théorie pour essayer peut-être de simplifier les choses, peut-être pour mieux les accompagner. Voilà, c'est un peu ce travail-là, le travail du tuteur, qui pour moi demande un peu plus de travail qu'un professionnel de proximité, puisqu'on n'est que dans le professionnel de proximité, c'est que le transmission de savoir, voilà, je fais les choses parce que c'est comme ça qu'il faut les faire et tout, fais comme moi, c'est un peu du mimétisme, mais un peu expliqué un peu plus. Et le tuteur, c'est vraiment voilà, trouver les faiblesses de l'étudiant pour pouvoir l'aider à augmenter en termes d'autonomie, en termes de liens. Parce qu'on demande toujours aux étudiants de faire les liens, bah, c'est pas évident de faire les liens, quoi. Moi je suis infirmier, ça fera 10 ans que je suis dans le service, forcément je fais les liens. Mais l'étudiant, il est un mois sur deux à la fac, voire à l'IFSI, et c'est sûr que c'est pas comme ça qu'il va faire les liens, ça va être un peu plus compliqué. Voilà, donc c'est tout l'enjeu. Et voilà, un étudiant qui ne sait pas en première semaine, voire même dans tout son stage, s'il a des difficultés et il ne peut pas tout savoir, bah c'est pas grave. Il faut mieux qu'il le dise tout de suite, je ne sais pas, et après on travaille dessus. On n'attend pas non plus l'IFSI pour savoir à quel niveau il a étudié, s'il a vu tel processus obstructif, etc. et tout, et autres modules. UE, plutôt, unité d'enseignement, on n'attend pas ça. S'il ne l'a pas vu à l'IFSI et à la fac, eh ben, on peut quand même lui demander de faire des recherches et on peut travailler avec lui le lendemain pour que ça soit... Enfin, c'est un vrai travail, quoi. Vous avez en partie répondu à ma question suivante, comment vous accompagnez les étudiants? Oui, c'est ça. Nous, ici, aux urgences, on a un livret d'accueil déjà qui pose les bases du stage. Je les vois aussi une semaine, voire 2 semaines avant le stage, où je leur explique déjà ce qui va se passer dans le service. Ça, c'est bien, parce que ça permet de dédramatiser un petit peu, parce que le service des urgences, c'est pas plus difficile qu'un autre service. Il y a autant de personnes âgées dans notre service, il y a autant de pathologies à voir, mais les étudiants généralement appréhendent de façon importante. Il y a une grosse appréhension sur le service des urgences, donc je les vois avant, je leur donne le livret d'accueil, je leur donne leur planning, le nom des référents, je leur explique ce qu'on va leur demander, le degré d'exigence, par exemple, je vois leurs premiers objectifs, ça c'est dans le rendez-vous. Et ensuite, quand ils arrivent en stage, on revoit tous les jours, avec l'aide du cahier des transmissions journalières, ça permet de faire des micro-bilans chaque jour. Dans le livret d'accueil, il y a des tableaux où les étudiants vont pouvoir mettre toutes leurs connaissances. Alors il ne suffit pas de recopier le Vidal ou autre chose, c'est vraiment ce qu'ils vont voir sur le terrain. Je leur dis toujours, les patients c'est des fiches techniques, et donc il suffit de se rappeler tout ce qu'on a fait pour un patient, par exemple la décompensation du diabétique avec l'acidocétose, et là s'ils ont compris cette prise en charge, ils pourront la réinjecter dans une autre prise en charge. On a aussi des situations apprenantes qui permettent aussi de relever des situations qui peuvent se reproduire dans le stage, par exemple la prise en charge d'une douleur thoracique, prise en charge d'une douleur abdo. C'est très généraliste, mais c'est fait exprès. Ça veut dire que l'étudiant il peut commencer sur une douleur thoracique, au début le patient il a juste mal au thorax, on n'en sait pas plus. Et en fonction de ça, ça peut aller jusqu'à la prise en charge cardiologique avec un départ en musique parce qu'on a trouvé qu'il y avait des signes sur l'électrocardiogramme, mais ça peut aussi aller sur le trauma costal et ainsi de suite, on peut décliner comme ça. La douleur abdo c'est pareil, donc ça c'est des situations où si à la fin du stage l'étudiant est autonome sur ces situations-là, on sait déjà qu'il a validé des compétences.
on se pose pas la question, on gagne du temps. Et là pour le coup c'est un plus par rapport à la MSP qu'on avait avant, voilà, qui était plutôt théâtrale et pas représentative de l'étudiant, voilà, clairement. Là c'est un suivi. La première semaine, l'étudiant, il arrive, il voit une douleur thoracique, il a les yeux écarquillés, il est un peu dans l'observation, il ne comprend pas forcément tout ce que fait le professionnel, il va lui poser des questions. La deuxième semaine, il va se retrouver face à une douleur thoracique de nouveau, et là, il va peut-être être un peu plus actif, donc il va commencer par rapport à ce qu'il avait eu comme réponse de l'infirmier et par rapport au livret d'accueil. Il va avoir un peu les connaissances, si ça se trouve, il aura travaillé aussi ça chez lui, la douleur thoracique, donc il va commencer, prise de sang, bilan, il comprendra mieux son bilan. Il va peut-être pas avoir toutes les cartes encore en main, il va en reposer des questions à son professionnel de proximité ou son tuteur va lui poser des questions sur sa prise en charge. Troisième semaine, ça sera un peu plus autonome, et ainsi de suite. Voilà, c'est un peu comme ça, c'est du jour le jour, et c'est du cas par cas. Vraiment, on va à la vitesse de l'étudiant. Je vais pas plus vite que l'étudiant. Si vous aviez à qualifier votre accompagnement, qualifier mon accompagnement positif, j'espère. C'est le mot qui me vient, c'est d'être bienveillant, c'est ça. Pas dans le cassage d'étudiants. Et de aider. Ouais, c'est ça. Alors, est-ce que se projeter dans le prendre soin, puisque vous êtes Ah oui, bah c'est ça, c'est-à-dire c'est ça. Le but, c'est que l'étudiant retienne des choses du stage, qu'il puisse réinjecter toutes les connaissances dans le prochain stage, et que ça peut même lui servir quand il sera professionnel. C'est que ça reste. C'est un peu l'enjeu de cette réforme, c'était qu'on puisse réinjecter les connaissances, que ça soit reproductif d'un stage à un autre, et qu'on garde des choses, parce que souvent c'est un peu ça, c'est qu'on arrive face à des étudiants qui ont déjà fait de l'ortho, qui ont déjà fait de la cardio, et quand on leur pose une question sur un patient avec clairement une fracture ou même un problème cardiaque, bah ça ne marche pas, ça ne mobilise pas les connaissances et même la pratique qu'ils ont pu avoir dans le précédent stage. Donc c'est vraiment ça, il faut prendre soin prendre soin, oui, c'est tout à fait ça. Les étudiants, c'est les futurs professionnels, et on a une responsabilité par rapport à eux. On peut pas faire n'importe quoi, et puis ouais, ça détermine. Est-ce qu'on confiera nos parents à cet étudiant? On sera fier de se dire que, il a eu son diplôme et finalement on a participé un petit peu à ça. Et c'est surtout, est-ce qu'il a bien retenu les choses, notamment pour pas perdre son DE une fois qu'il sera diplômé, quoi. Parce que ça va très vite à perdre son DE si on fait pas attention. Et donc c'est pas voilà, c'est pas évident, mais c'est plutôt ça. Après, ça passe aussi par un côté où des fois il faut être un peu plus, j'aurais dit ferme, mais plutôt électrochoc. C'est-à-dire qu'il faut aussi mettre l'étudiant face à sa responsabilité en tant qu'étudiant et en tant qu'infirmier, futur infirmier. On ne peut pas se reposer entièrement sur l'infirmier qui nous encadre. Vis-à-vis du patient, on doit se positionner en tant qu'étudiant, et donc on a notre place tout à fait dans le service. Et ça veut dire il faut être rigoureux sur les prescriptions, rigoureux sur la surveillance, la vérification des médicaments. Voilà, des fois les étudiants se reposent un petit peu trop sur les infirmiers. Vraiment, ils se reposent en disant c'est pas grave. J'ai l'infirmier toujours à côté de moi, il répondra toujours à ma place, et j'aurai toujours une petite soupape de sécurité, quoi. Sauf que non, là pour le coup, moi ce que j'aime bien faire, c'est de les laisser, leur montrer que ça part d'eux. C'est pas de moi. Moi j'ai une responsabilité vis-à-vis de l'étudiant. S'il arrive quelque chose, j'ai ma responsabilité qui est engagée. Mais justement, il faut leur montrer qu'eux aussi peuvent tout à fait ils peuvent récolter les conséquences s'ils font pas bien les choses, quoi. Ouais. Une autonomie. Oui. De l'étudiant. Et vous avez aussi parlé de sa place dans le service. Donc l'étudiant qui prend sa place dans le service, ou on lui donne sa place dans le service, comment ça se passe? Ça va dans les deux sens, c'est-à-dire que pour que l'étudiant prenne sa place dans le service, il faut lui donner la possibilité de le faire. Voilà, ça veut dire que ça passe par tout au début, par déjà l'accueil avant le stage, donc ça c'est intéressant, et surtout sur le fait que les gens sont volontaires pour encadrer les étudiants, aussi bien infirmiers de proximité que tuteurs.
ils sont volontaires et ils sont déjà au courant que l'étudiant va arriver. Donc ils sont déjà préparés à ça, l'étudiant sait déjà qui va l'encadrer, et donc dès qu'il arrive dès le premier jour, il sait avec qui il va continuer son stage, et donc il n'y a pas d'impro. S'il y a une absence, le collègue qui est absent va trouver un remplaçant et va en aviser l'étudiant, et a priori tout le monde sera au courant. On évite d'avoir le contexte de l'étudiant qui arrive le matin et qui ne trouve pas son professionnel de proximité et qui essaye de voir un peu qui peut l'encadrer, et on le refoule parce que les gens n'ont pas le temps ou ne veulent pas forcément l'encadrer. Ça commence par ce petit côté où on anticipe les changements, on est en posture d'accueil de l'étudiant, et après au jour le jour, c'est-à-dire face aux difficultés de l'étudiant, aussi bien s'il y a des bonnes choses, il y a du positif, mais il y a aussi du négatif. S'il y a du négatif, il faut absolument qu'il en parle à son tuteur. Voilà. Et voilà, toute difficulté doit être discutée. Moi, j'aime bien qu'il me raconte que ça se passe pas bien, que voilà, il y a trop de pression. Voilà, c'est aussi ça. Et un étudiant qui est dans un contexte de confiance et qui est dans le stage, et après il est reconnu par les médecins vont lui demander des choses à faire, des prises en charge, et donc ça c'est un signe que l'étudiant s'est bien intégré et reconnu de tout le monde, quoi. On ne s'interroge pas au bout de la 4e semaine, qui c'est ce garçon, voilà, l'étudiant a pris sa place, mais on lui a permis de le faire, parce que sinon ça marche. Vous avez parlé de volonté du professionnel à encadrer. Ouais. Comment on devient tuteur? Alors, tuteur, je pense qu'il faut vraiment il faut le vouloir déjà. Je pense qu'on ne peut pas imposer. J'ai déjà vu dans différents services, on impose aux infirmiers dès le début qu'ils soient tuteurs et professionnels de proximité en même temps. Voilà, donc là c'est compliqué. Moi qui les vois en formation tutorat, je vois bien qu'ils ne savent pas faire la distinction entre le tuteur et le professionnel de proximité. Donc ça c'est un vrai problème. Le tuteur, pour moi, il faut être volontaire. Il faut déjà avoir encadré les étudiants. Il faut déjà avoir été un professionnel de proximité et avoir aimé ça, et pour le coup vouloir pousser un peu l'expérience pour pouvoir endosser le rôle de tuteur. Parce que le rôle de tuteur, ça finit par la feuille de stage. Et je sais que quand la réforme elle est tombée un peu brutalement en 2009, et les gens ont pris peur en disant on fait la feuille de stage, alors qu'ils la faisaient déjà. Mais là, ils avaient directement un impact. Il n'y a plus la MSP, donc les gens étaient rassurés. La MSP, c'était le côté évaluation et peut-être sanction s'il y avait une mauvaise note, et le feuille de stage c'était bon, tout s'est bien passé et ça se terminait plutôt bien. Maintenant il y a un réel enjeu de la feuille de stage, puisque cette feuille de stage après ça se décide en commission d'attribution des crédits, et donc il y a un impact. Alors c'est pas un impact fou non plus, hein. Il faut que qu'elle soit validée forcément la feuille de stage, mais après c'est la CAC qui décide en fonction du parcours de l'étudiant. Donc la responsabilité pour moi elle n'est pas plus engagée qu'elle l'était avant 2009, sauf que tout le monde ne veut pas forcément se positionner comme ça, parce que ça veut dire tuteur, ça veut dire qu'il faut mettre un nom acquis s'il faut mettre un nom acquis, il faut pousser vers le rapport s'il faut faire un rapport, et il faut voilà, ça peut être aussi bien positif que négatif, mais il faut le faire. Donc ça, tuteur, tout le monde ne peut pas être tuteur. Je pense que c'est une vraie réflexion et un vrai recul sur l'encadrement. Moi j'aime ça, donc j'ai été très vite tuteur, mais après je pense que le minimum c'est professionnel de proximité. Nous on a une réglementation par rapport à ça, on se doit d'encadrer les étudiants, mais après c'est vrai que c'est compliqué, et qu'en termes de professionnel de proximité, tout le monde devrait être professionnel de proximité, mais c'est pas tout le temps le cas. Là je le vois même aux urgences. Là, pas plus tard que ce matin, j'ai demandé à une infirmière d'encadrer un étudiant pour 2 jours, juste 2 jours, parce que c'était du ponctuel. Et il y a eu un refus catégorique de cette professionnelle. Alors, d'autres collègues m'ont dit, elle doit le faire, c'est la règle, enfin, c'est ça, sauf que ça marche pas comme ça. C'est qu'on aura beau dire, il y a une réglementation, on se dit, s'il y a des réticences, ça va être comment avec l'étudiant, ça va mal se passer, et donc là, c'est vrai qu'il faut mettre un petit peu de retrait là-dessus. Il faut temporiser en disant on verra, on essaiera une prochaine fois, et il faut mieux pas forcer les gens à encadrer les étudiants, même s'ils devraient normalement tous encadrer les étudiants.
Elle vous a expliqué pourquoi elle a refusé? Non, elle a dit non, c'est non, non, vraiment, ça a été. J'ai pas eu plus de précision sur l'encadrement. Elle m'a dit j'encadre les collègues qui sont en intégration, mais les étudiants non. Alors, ce qui est quand même bizarre, c'est que si elle peut le faire pour les collègues en intégration, elle peut le faire aussi, à mon avis, sur les étudiants. Mais c'est compliqué, un étudiant. Ça peut susciter des questions, ça peut remettre un peu en question le professionnel. C'est sûr que si on a des attitudes un petit peu, j'allais dire déviantes, mais pas plus que ça, mais si on fait des raccourcis un peu dans nos prises en charge, bah, l'étudiant va les voir. Et ça sera le premier à dire bah, j'ai vu ça, il va les reproduire peut-être, et puis il va être attrapé par un autre professionnel qui va lui dire c'est pas comme ça qu'on fait, et généralement ça remonte après à l'infirmière, on lui dit c'est comme ça que tu travailles, enfin voilà, ça peut susciter des questions, mais je trouve qu'il faut se remettre en question, et au contraire ça aide bien. Il y a des collègues, je les ai poussés un petit peu, et je finis par en pousser quand même certains pour qu'ils soient professionnels de proximité, ça finit par marcher. Mais ça s'accompagne de je suis retourné dans mes cours, j'ai revu quelques trucs, quelques notions qu'on devrait déjà faire en tant que professionnel, mais souvent on se laisse aller et on ne fait qu'appliquer les prescriptions, alors qu'il faut vraiment il faut se poser des questions, quoi, les bonnes questions. Et ce professionnel qui a refusé, est-ce que c'est un professionnel peut-être de l'ancien programme ou du nouveau programme? Est-ce que justement ce manque de connaissances du référentiel ouais, je pense que peut être un frein? Je pense qu'elle est du 2009, qu'elle est peut-être du nouveau programme. Parce que ma prochaine question était, ça rejoint un petit peu, hein. Selon vous, quels sont les éléments facilitants qui pourraient faciliter l'accompagnement, en tout cas peut-être l'acceptation du coup de l'accompagnement, ou les freins qui pourraient, les éléments qui pourraient freiner ce souhait de l'accompagnement des étudiants? Est-ce que vous avez une idée? Déjà, en termes de réforme, la 2009, les gens issus de la réforme 2009 sont pas plus ouverts pour encadrer les étudiants que l'étaient certains collègues avant 2009. Je pense que je ne sais pas, j'arrive pas à identifier, mais j'ai vu autant de refus aussi bien de la réforme 2009 que d'avant. Donc ça déjà, il y a quand même quelque chose ça suscite une interrogation, parce que c'est vrai que je pensais que la réforme, en étant dans cette nouvelle réforme où on pousse les gens à la réflexion, on pousse une réflexivité, quelque chose comme ça sur les étudiants, je pensais qu'en étant issu de cette réforme, on serait exactement pareil, on pourrait réinjecter ça sur les étudiants comme un suivi. C'est pas le cas, clairement, c'est vraiment pas le cas. Même les professionnels de proximité qui encadrent les étudiants, ça passe par une phase où on rediscute avec eux sur comment il faut encadrer un étudiant. Je suis toujours à reprendre les choses, à réexpliquer les compétences, même sur des gens qui sont issus de la 2009, la réforme 2009. Quand vous dites réexpliquer les compétences, c'est comment évaluer les compétences? C'est ça, comment évaluer une compétence, le contenu d'une compétence. Pourtant, ils ont été baignés pendant 3 ans et demi, mais c'est pas évident. Et c'est en lien avec la feuille de stage, lorsque vous dites réexpliquer. Tout à fait. C'est réexpliquer les items? Réexpliquer les items. La compréhension, la lecture? Tout à fait. Et aussi bien, ça, c'est les deux profils, avant et après la réforme, c'est pareil. Après, il y a des refus catégoriques. Alors nous, c'est au bout d'un an. On laisse tout infirmier qui arrive dans le service, on le laisse un an tranquille. On ne va pas aller vers lui parce j'estime qu'il faut quand même connaître le service, bien connaître le service suffisamment à l'aise pour pouvoir encadrer l'étudiant. Voilà, on peut pas s'improviser. Un an, relatif. Au bout d'un an, je commence à sonder mes collègues et tout. T'aimes bien encadrer, t'aimes pas encadrer. Et j'ai souvent des refus. Alors les refus, ça s'explique pas trop. Souvent c'est le temps. On n'a pas assez de temps à leur consacrer. C'est compliqué. On n'a pas assez de temps. On n'a pas confiance. Voilà. J'ai pas envie de perdre mon DE. Voilà, ça c'est les arguments qu'on entend toujours. Voilà. Il y a un risque de perdre son DE. Si l'étudiant fait une gaffe, et on l'a pas vu, et tout de suite, il y aura des conséquences aussi sur l'infirmière qui l'encadre. Donc peur. Mais bon, j'aurais tendance à dire que c'était déjà le cas avant. Enfin, ça ne change pas. Et puis, mais voilà, c'est souvent ça les refus, et c'est le temps. La notion du temps, ça c'est vraiment très fort.
Ils perdent du temps, l'impression de ne pas avancer si je suis avec un étudiant, je ne peux pas lui consacrer autant de temps. Donc même quand on est en position de pouvoir laisser du temps, et dans ces cas-là, ça ne marche pas non plus. Enfin, c'est compliqué, c'est vraiment du cas par cas. Il y en a qui détestent les étudiants, mais vraiment ils le disent clairement, c'est tous des nuls, voilà, depuis 2009 c'est pire que tout, ils sont complètement bêtes, etc. Voilà, ça c'est clairement ça. Ils sont vicieux, ils sont manipulateurs, voilà, ça c'est, on l'entend. Et De la part de la part des professionnels, des ouais, professionnels, des IDE. mais issus de l'ancien programme plutôt. Issus de l'ancien. Alors, ceux de l'ancien programme vont dire il n'y a plus d'MSP. Et donc, on ne peut plus les évaluer. Et donc, résultat, bah voilà, ça se voit. Ça se voit. Ils sont vraiment plus nuls. Ils savent rien. Et les nouveaux, ils sont aussi durs que ceux issus de la réforme 2009. Ils sont aussi durs que leurs collègues avant la réforme. Ils vont se positionner en disant, oh, ils sont trop nuls. Vraiment, c'est de pire en pire. Parce que 2009, ça date maintenant, donc ça date quand même et tout. Donc ceux qui sont issus, pourtant il y a eu des étudiants, ça n'a pas été compliqué, ça a dû être compliqué la première année, les 3 premières années après cette réforme, ils ont quand même souffert, voilà, mais ça les a pas rendus plus empathiques pour les étudiants, parce que là, maintenant on dit c'est de pire en pire, ça s'est pas amélioré, la fac les a rendus complètement assistés et ils comprennent rien. Pour revenir sur la notion de temps, est-ce qu'il y a, au niveau de la politique d'encadrement, est-ce que vous avez du temps qui est dédié à cet accompagnement de l'étudiant, ou est-ce que réellement c'est sur votre temps de travail? Alors, comment ça se profile? Dans le service, on a fait le choix d'avoir que 2 étudiants par session. Voilà, donc déjà ça c'est en termes de nombre, on a limité par rapport à d'autres services où ils n'ont pas le contrôle de l'arrivée des étudiants. Ils peuvent avoir une dizaine d'étudiants. Là ici on n'a que 2 étudiants, donc déjà c'est bien. Donc 2 étudiants, ça veut dire 3 professionnels un peu impliqués par étudiant. Donc on va en mobiliser 6 sur 5 semaines, c'est plutôt confort, j'aurais tendance à dire. Et en termes d'encadrement, d'accompagnement de l'étudiant, c'est sur le temps de travail, donc ça c'est normal, c'est le terrain, c'est un peu l'étudiant qui suit le professionnel au cours de son stage. Après, pour ce qui est évaluation mi-stage, évaluation finale, c'est du temps qui est en plus du travail. Donc généralement, quand on est en sureffectif, on peut s'extraire du terrain pour faire l'évaluation, par exemple. C'est devenu de plus en plus rare. Maintenant, on dépasse ou on vient en avance. Et ça, ce temps de dépassement est repris et payé. Enfin voilà, on nous redonne nos heures de dépassement. Voilà, donc ça marche. Donc c'est une formule qui marche, quoi. Ça, c'est en plus, oui, ça demande peut-être de venir à 12h30 au lieu de venir à 13h50, par exemple. Mais en même temps, quand on sait que c'est repris dans les heures, ça pose pas de problème, quoi. Si c'était que ça l'inconvénient, ça pose pas de problème, quoi. Après, le temps qu'on peut consacrer à un étudiant sur le terrain, ça peut être, oui, il faut lui expliquer les choses, donc forcément, l'étudiant, il n'est pas aussi rapide que nous, ça c'est sûr. Donc va falloir quand même l'accompagner. Après, je veux dire, ce temps évolue. Première semaine, oui, l'étudiant est un peu dans l'observation et il suit plus le professionnel. Donc là, j'aurais tendance à dire, il le suit, donc on peut aller vite. Voilà. Deuxième semaine, on le laisse un peu plus seul à faire les choses, donc le temps qu'il s'installe et qu'il fasse sa préparation, il est un peu plus lent. Okay. On peut le regarder un petit peu, mais on n'est peut-être pas obligé de le regarder toute la journée. Et ensuite, dans les autres semaines, il faut lâcher l'étudiant. Il faut le laisser faire les choses. Il ne faut être que là pour répondre à ses interrogations et à ses difficultés. Donc là, moi je trouve pas qu'on perde du temps. Enfin, moi j'arrive à faire mon travail, j'arrive à prendre d'autres patients en charge pendant que mon étudiant s'occupe d'un autre patient. C'est possible. On n'est pas obligé de le suivre. Par contre, si on le suit tout le temps, c'est sûr qu'on va faire un bilan, alors que les collègues en auront déjà fait 5-6, quoi. Voilà, on peut. Moi, je trouve que c'est mieux de rentrer dans le box à un moment donné avec l'étudiant qui est en charge du patient. Si on voit ça met un peu de temps, une demi-heure passe dans le box, on se pose la question. Il faut mieux rentrer dans le box et regarder tout de suite
comment il est organisé, si c'est pas le fouillis, si c'est bien organisé, si l'ergonomie est respectée, si le tri des déchets ou par exemple que le suivre et rester là derrière lui figé comme ça à la MSP voilà, ça va pas marcher ça. C'est là où l'étudiant fera le plus de gaffe parce qu'il va être en panique totale. Il va vouloir, voilà, il va être là. Si on l'arrête à chaque fois qu'il fait quelque chose, il ne sait plus quoi faire. Et alors, niveau crédibilité avec le patient ne calcule plus, ne parle plus avec l'étudiant, parce que voilà, et parce qu'il a très bien compris, le patient a compris ce qui se passait, quoi, que finalement il y avait un professionnel, il y avait l'étudiant, et donc l'étudiant est complètement court-circuité de la prise en charge. Et là, on va sortir de là en disant, ça n'a pas du tout été. Pas du tout, du tout. Là, tu n'as rien fait, tu n'étais pas en place, là, voilà. Donc ça, c'est ça. Alors qu'il faut peut-être aussi laisser l'étudiant faire sa prise en charge. Il va se mettre à pression parce que face à un patient, on se met la pression. Il va faire les choses et si on rentre après de façon comme ça, ponctuelle, on va voir les choses qui ne fonctionnent pas et on va lui en parler juste derrière. On ne va pas casser l'étudiant devant le patient aussi. C'est pareil. Donc voilà. Donc ça peut prendre un peu de temps, mais pas non plus. Enfin, moi, j'ai pas l'impression que mon rythme de travail ralentit avec un étudiant. Par contre, ça demande une vigilance et ça demande d'être sûr. Pour laisser un étudiant dans son box seul, il faut être sûr que l'étudiant a bien compris sa prise en charge et qu'il soit sûr de lui, qu'il ait bien pris ses médicaments, voilà, et qu'il faut tout vérifier en amont. Voilà. Et moi je dis aux étudiants, si vous rentrez dans le box, c'est que vous avez compris la prise en charge. Si vous êtes rentré juste pour appliquer une prescription, et bien là vous êtes dans le mur, c'est dans le mur. Et moi je pense que c'est pas la raison du temps, c'est une fausse raison. Moi derrière ça, je vois surtout des personnes qui ont du mal à se remettre en question, ou qui doutent de leur capacité à être dans la pédagogie, qui doutent de leurs connaissances, et mal peut-être à expliquer les choses. Mais si on le fait jamais, on n'arrivera jamais à le faire, à expliquer voilà, comment on fait les choses, le pourquoi. Si on ne le fait jamais, si on reste dans ce qu'on connaît et tout, bah, ça ne marchera pas. Pédagogie, est-ce que la pédagogie, qu'est-ce que pour vous la pédagogie? La pédagogie, c'est il faut l'étudiant peut faire des erreurs, mais il faut rebondir sur ces erreurs pour construire quelque chose. Il faut pas vraiment, parce que pédagogie, il faut aussi considérer que l'étudiant peut se tromper, que l'étudiant peut dire des énormités, voilà, et par contre, faut retravailler derrière. Il faut pas l'agresser, quoi. Voilà, la pédagogie, ça commence par le relationnel. Faut pas être condescendant, faut pas être supérieur à l'étudiant. Il faut aussi savoir accepter la critique de l'étudiant. Parce que plus l'étudiant peut le faire, alors souvent ils veulent pas. Moi je leur demande des fois des questions, des positionnements face à leurs collègues infirmiers. Je leur demande comment tu as trouvé la prise en charge et tout, comment tu as trouvé la transmission de ce collègue. Voilà. Et souvent ils me répondent pas, ils veulent pas, mais ils en pensent pas moins. Voilà. Et plus l'étudiant sera critique, mieux ça sera. Moi, un étudiant qui me dit là, non, oui, ta connaissance, elle a existé. Là, il y a eu une nouvelle réforme ou il y a eu une nouvelle mise à jour de ça et maintenant on fait comme ça. Ça, moi, j'accepte, il n'y a pas de souci, on s'améliore. Mais il y a des collègues qui n'apprécieront pas ça. Et la pédagogie, ça va dans les deux sens. L'étudiant peut aussi bien m'apprendre des choses que moi, je peux lui apprendre des choses, quoi. Après, ça se fait avec aussi, je parle avec l'expérience que j'ai eue en tant qu'infirmier depuis que je suis dans ce service et l'expérience que j'ai eue au contact des étudiants. Voilà, j'ai toujours pensé, j'ai pas trop changé ma vision des étudiants, mais je pense que de base, il faut pas oublier d'où on vient, qu'on a été aussi étudiant et l'étudiant, s'il fait des erreurs, s'il fait des choses, ça se corrige. Voilà. Après, si ça ne peut pas se corriger, dans ces cas-là, il faut se positionner et il faut lui dire clairement les choses. Voilà. J'ai fait pleurer des étudiants, voilà, et des fois ça s'est très mal passé, mais c'est pas parce que d'un seul coup c'est juste parce que je les mettais face à leur réalité et à leur responsabilité, quoi. Le lien avec les étudiants et j'ai envie de vous dire comment s'organise le partenariat avec l'Institut de formation. Le
partenariat. Avant, il y avait un IFSI, donc c'était l'IFSI de Cochin, nous, avec qui on travaillait. Donc cet IFSI a fermé, ça se passait pas bien, clairement. Avant 2009, le formateur passait pour faire des MSP. Après 2009, le formateur passait pour continuer à faire des MSP. Voilà, parce qu'il n'y avait pas le deuil de la MSP, je pense. Le formateur passait quand même. Donc aussi bien Cochin que Charlefoix, avec qui maintenant, donc c'était ça. C'était jusqu'en 2012-2013. Il y avait encore des espèces de fantômes de MSP. Voilà, c'était un peu ça le contact qu'on avait avec le formateur. Il venait voir l'étudiant, il le regardait faire un soin, il lui posait quelques questions et il repartait. Voilà à peu près le contact qu'on avait avec le formateur responsable là. Ensuite ça a évolué un petit peu parce qu'on a décidé quand même d'avoir un peu plus de relationnel, d'être peut-être un peu moins dans cet MSP qui sert à rien et plutôt un contact, un échange avec le formateur. Donc là on est arrivé un peu à cette formule là, c'est-à-dire le formateur passe, voit les étudiants et voit les tuteurs. Donc c'est un échange, de savoir où on se situe, qu'est-ce que de l'étudiant, les points négatifs, qu'est-ce qu'il faut améliorer. Et là-dessus, il y a des nouveaux objectifs qui sont fixés. Voilà, ça c'est un peu ce qui se passe. Le lien qu'on peut avoir avec l'IFSI aussi, c'est en cas de problème. Quand il faut au bilan mi-stage, l'étudiant est loin de ses objectifs. Il y a un problème de compréhension des connaissances déjà de théorie. L'impression que l'étudiant se remet pas en question et on n'avance pas finalement. Et donc ça commence à ce moment-là, on appelle l'IFSI pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe avec cet étudiant. Est-ce que le formateur le connaît? Donc a priori, on peut voir un peu s'il faut baisser les objectifs de stage, parce qu'un étudiant n'est pas forcément fait pour les urgences, donc il finira son stage avec d'autres objectifs de stage, revus à la baisse, mais il finira quand même son stage. Donc ça peut être aidant. Ça a été fait à plusieurs reprises. Mettre nous en question et de voir un peu ce qui se passe, quoi. Ça évite aussi d'être dans le clash complet avec l'étudiant et de le renvoyer vers l'IFSI en disant on arrête ton stage et tout, alors que le terrain ne peut pas arrêter un stage, quoi. C'était arrivé une fois quand on n'avait pas de communication avec l'IFSI. Les professionnels, il n'y avait pas encore de tuteurs, il n'y avait que des référents, on va dire, et ils avaient décidé de ne plus encadrer l'étudiant, et ils lui avaient dit tu ne vas plus dans les box, tu restes là en civil, tu fais plus rien, tu fais que réviser tes cours et tout, et même après ça ne suffisait pas, et il avait été renvoyé vers l'IFSI. Voilà, donc ça c'est anti-pédagogique, c'est anti-accompagnement. Là il faut mieux appeler l'IFSI. Il faut mieux avoir un contact. Voilà. Si vraiment il y a une faute dommageable et vraiment avec des conséquences, là, il peut en effet stage. Mais sinon, à part ça, s'il y a des choses qui peuvent juste en baissant les objectifs et en demandant moins de choses à l'étudiant, il n'aura peut-être pas des compétences validées, il sera dans l'améliorer, il sera peut-être dans le non acquis, voilà, il y aura peut-être un rapport, au moment où il aura fini, et s'il faut qu'il rattrape, ça sera avec la CAC. Ça c'est un peu le contact qu'on a avec les IFSI. Et après, quand on avait bâti tout le projet sur l'encadrement des étudiants, l'accompagnement, on avait vu aussi les responsables d'IFSI savoir le contenu des étudiants, savoir leurs yeux, pneumocardio, un mode processus obstructif et l'autre UE. Et donc il fallait un petit peu qu'on décortique ça, il fallait un peu de savoir de quoi on parlait pour pouvoir faire le lien avec les étudiants, et donc on avait demandé le programme. Voilà, donc c'était intéressant pour commencer notre projet, quoi. Bien. Est-ce que vous pourriez me relater une situation où vous avez eu à solliciter un formateur référent? Vous parliez d'objectifs de manière globale. Oui. J'ai une étudiante qui était en deuxième année et qui finalement... Non, elle avait redoublé... elle était issue de l'ancien programme. Alors elle était encore en deuxième année quand l'ancien programme. Elle a redoublé et elle s'est retrouvée en début de troisième année, mais sur un versant nouveau programme, quoi. Donc voilà, c'était un peu particulier. Elle est venue dans le service, sauf que clairement, elle n'avait
priori, pas de connaissances théoriques. On avait beau la solliciter pour qu'elle révise tel problème, parce que c'est compliqué de mobiliser ses connaissances. Mais on lui parlait de la douleur thoracique, on lui avait fait le lien avec le cœur, on a été jusqu'à redessiner le cœur pour lui expliquer les choses et tout. Et ok, très bien, elle avait compris et tout. Le lendemain, on lui reposait la question, ça marchait pas non plus. Ça marchait pas. Arrivé au bilan mi-stage, et bah c'était compliqué. Elle n'arrivait pas à mobiliser ses connaissances, ce qui fait qu'elle était plutôt dans l'application des prescriptions. Elle ne comprenait pas pourquoi elle faisait les choses. Ça avait particulièrement agacé les professionnels de proximité qui se sont énervés clairement avec elle, puisqu'ils disaient mais c'est quand que tu vas te mettre au travail, ça va être compliqué quoi. Pour le coup, le déclic ne se faisait pas et on allait vers la catastrophe assurée et on a commencé à se dire mais il va pas pouvoir finir le stage. Enfin voilà, c'est un peu compliqué. C'est là aussi être tuteur, c'est aussi avoir des fois le retour des professionnels en disant c'est bon, j'arrête de l'encadrer, je m'épuise complètement et tout. Il s'avère qu'on est arrivé on a appelé l'IFSI. La formatrice est arrivée, elle nous a raconté un peu son parcours. Voilà, c'est le tuteur de stage qui appelle quand c'est comme ça? Oui, tuteur. Ouais. Tuteur ou le cadre un peu responsable des étudiants. C'est l'un ou l'autre. Le formateur est arrivé, on a rediscuté donc du parcours de l'étudiante et des difficultés qui étaient déjà relatées dans les autres stages. Donc c'est quelque chose qui était quand même là depuis un petit moment. On a vraiment diminué les objectifs on n'a pas arrêté le stage, ça n'a pas été décidé. Et ça a été plutôt décidé qu'elle finisse son stage avec peut-être un patient au lieu de voilà, peut-être 2, 3, voilà, un patient, mais que le patient soit bien, que la prise en charge du patient soit la plus complète possible, avec une compréhension vraiment des choses. Mais alors peut-être on lui demandait trop, il y avait peut-être un rapport où on lui demandait peut-être trop de choses et qu'elle n'arrivait pas à suivre. Donc, donc on a revu ses objectifs à la baisse et tout, et elle a fini son stage, voilà, avec il y avait de l'améliorer, il n'y avait pas beaucoup d'acquis, mais en tout cas elle a fini son stage. Voilà. Donc c'était aussi une professionnelle de proximité. On a fait un switch aussi parce que ça n'allait plus de proximité pour un peu apporter un recul supplémentaire. Ça a été un peu conseillé par la formatrice, voilà, un petit peu. Et on a changé un peu, ça n'a pas plus amélioré en termes de compréhension, mobilisation des connaissances, mais voilà, au moins on l'a fait. Donc, on peut se dire aussi sous pression, l'étudiant peut être complètement figé et plus rien sortir, quoi. Voilà, donc c'est un peu les pistes. Mais généralement, là, en ce moment, les derniers encadrements, on a moins fait appel à l'IFSI. Et même quand on a eu des soucis, ça s'est réglé juste avec entre tuteurs. On a discuté entre tuteurs un peu des choses et voir un peu ce qu'il fallait améliorer. On en a parlé entre nous. Voilà. Et ça a permis, et on n'a pas été jusqu'à presque dans la pédagogie, dans le cadre. Parler peut-être des évaluations des compétences pour terminer sur le sujet. Oui. De manière concrète, comment s'organise l'évaluation des compétences et avec qui? L'évaluation des compétences, elle est déjà, on en parle beaucoup au bilan mi-stage. Elle se fait avec les professionnels de proximité, le tuteur et l'étudiant. Voilà, généralement tous ceux qui participent au stage sont là. On passe par les ROSAS, voilà, qui permet d'avoir les indicateurs, les critères, et au moins c'est assez compréhensible, et on arrive à savoir d'où part l'étudiant et vers quoi il tend. Donc ça commence par là. Avec les transmissions journalières, on arrive à faire le lien avec les différents indicateurs et les critères. Les situations apprenantes que j'ai expliqué tout à l'heure nous permettent aussi de faire les liens avec les critères et les indicateurs et donc de valider des compétences.
Et donc, à la fin du bilan mi-stage, l'étudiant sait vers quoi il tend pour avoir acquis en termes de critères. Il a une synthèse. Moi, j'aime bien refaire une synthèse des rosaces pour que ça soit vraiment à l'écrit bien pesé. Voilà, il va falloir qu'il délègue, par exemple, s'améliorer dans la délégation pour pouvoir augmenter, pour pouvoir acquérir le critère de compétence. L'évaluation finale, c'est juste une. Alors, l'évaluation de mi-stage, elle dure 2 heures. Voilà, parce qu'il faut vraiment tout brasser et évaluer un peu les connaissances théoriques de l'étudiant. L'évaluation finale, elle dure 45 minutes, 30 minutes, à peu près, entre 45 et 30 minutes. Et là, on n'est plus sur la connaissance théorique de l'étudiant, on est vraiment sur la finalité, c'est-à-dire là, on repart sur ce qui avait été évalué en bilan mi-stage et on valide ou pas les critères et les indicateurs. Ça va vite, parce que si l'étudiant est autonome, si on a perçu qu'il était autonome et qu'on a vu qu'il gère seul et qu'il comprend ses prises en charge, c'est qu'il a déjà mobilisé les compétences et donc ça va très très vite. Je demande aux étudiants de remplir eux-mêmes leurs feuilles au crayon à papier et là où je suis d'accord avec eux, eh ben, on reste pas et on va juste discuter si l'étudiant a mis acquis et moi je pense que c'est plutôt amélioré. Voilà, la discussion va commencer à ce niveau-là. Mais sinon, voilà, ça va vite. Ça va vite. Et les compétences, c'est vraiment ça. C'est acquis. Qu'est-ce que ça veut dire acquis? Ça veut dire l'autonomie. L'étudiant fait seul les choses. Voilà, la prise en charge, il a fait seul, il a compris pourquoi il faisait les choses, il se pose les bonnes questions, il va jusqu'au bout, et même quand il a des difficultés, il demande à quelqu'un. Voilà, il sait s'organiser. Comment est vécu ce moment par les étudiants? Oui. Alors, comment est vécu ce moment par l'étudiant? Le ressenti des étudiants par rapport à l'évaluation finale, ça se passe bien. Les étudiants ont plutôt un ressenti positif. C'est pas la condamnation, c'est pas voilà, ils sont pas trop. Enfin, j'ai pas l'impression qu'ils soient apeurés de l'issue finale. Pourquoi? Tout simplement parce que on les accompagne pendant tout le stage. Il y a les micro-bilans qui sont faits à chaque fois avec les transmissions journalières. Et donc, l'étudiant, à la fin de son stage, il sait très bien, a priori, il sait ce qui va se passer sur sa feuille de stage. Il sait là où il a les points forts, les points où il pêche un petit peu plus. Et il n'est pas pris en traître. Généralement, voilà, l'issue est déjà bien posée depuis longtemps. Et donc l'étudiant, ça se passe bien. C'est un peu un bilan, voilà, ça dure 30 minutes, 45 minutes. Et voilà, l'étudiant va nous-mêmes reparler de comment il a vécu son stage, comment il a trouvé ses professionnels. Enfin, c'est le moment, un peu l'instant où voilà, c'est le bilan sur tout le stage. Et c'est généralement l'évaluation, elle va vite. Je demande aux étudiants donc de remplir avant leur feuille de stage et ça va très très vite. Et c'est une discussion plus qu'une évaluation. On n'est pas dans quelque chose de vraiment strict et très fermé. Voilà, c'est pas une condamnation. Les seules fois où ça s'est mal passé, c'est des étudiants qui n'avaient pas bien perçu les choses et surtout dans le côté négatif, ou une étudiante qui avait plus ou moins estimé que en faisant plusieurs erreurs d'administration de médicaments, elle allait avoir un amélioré, alors qu'elle a plutôt eu un non acquis. Voilà, donc elle avait peur de l'améliorer. Sa formatrice lui avait dit il ne faut pas avoir d'amélioré pour valider ton stage pré-pro. Elle a eu un non acquis. Donc là, forcément, ça a été les larmes, ça a été le drame. Je lui ai brisé sa vie. Voilà, donc là, c'est sûr que c'est fort en termes d'émotion. C'est pas forcément bien vécu pour le coup, mais c'est surtout, voilà. À part ces moments-là, l'issue est généralement favorable. C'est des améliorés. Même une feuille avec la plupart des critères en amélioré, c'est un bon stage. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus. Souvent, on entend qu'il ne faut pas mettre d'amélioré, il faut mettre que du acquis. Non, quand l'amélioré peut se justifier. Et donc, ça se justifie et c'est tout à fait entendu par l'étudiant.
Et j'ai jamais vu d'étudiants qui n'étaient pas présentables au diplôme d'État parce qu'il avait des améliorés, quoi. Enfin, j'ai jamais vu. L'améliorer, c'est positif. C'est qu'il y a une amorce de quelque chose et ça sera bon pour le prochain stage. Par exemple, l'étudiant que j'ai eu là le mois dernier, clairement, c'était un début de 3e année et il a eu de nombreux améliorés dans les différentes compétences, dans les 10 compétences. Voilà, il a eu des améliorés, donc il aurait pu mal le percevoir, mais il me l'a dit clairement, il m'a dit écoute, voilà, j'ai compris au moins les choses, j'ai compris ce qu'on attendait de moi, j'ai compris vers quoi je devais tendre, m'améliorer, j'ai compris, tu m'as suffisamment bien expliqué, et les améliorer, bah, ça prouve que je suis sur le bon chemin et donc je vais continuer. Donc voilà, donc ça n'a pas été une offense de lui mettre des améliorés. Et je pense que si tout le monde jouait un peu le même jeu, ça éviterait d'avoir des acquis quasiment tout le temps dans les feuilles de stage, avec aucun axe d'amélioration, rien du tout. Les étudiants parfaits à chaque stage, alors que c'est pas la réalité, quoi. Donc voilà, donc c'est bien perçu et je ferai le lien avec les professionnels de proximité et les tuteurs. Les évaluations sont aussi bien perçues, bien ressenties et parce que ça aussi ça peut être compliqué. Là aussi, les professionnels de proximité peuvent tellement se remettre en question quand ça se passe pas bien qu'ils voudront pas reprendre un étudiant. Ils vont dire bah non, c'est fini, on a assez donné. C'est compliqué, hein. Quand ça se passe bien, voilà, tout se passe mal. Il y a une part quand même à l'intérieur de nous qui nous dit bon, on n'a peut-être pas tout mis pour l'étudiant, on n'a peut-être pas mis on l'a pas suffisamment aidé. Alors que non, alors que des fois, voilà, ça se termine pas forcément bien, mais tout a été joué. Voilà. Et c'est ça aussi l'important, que on puisse encadrer les étudiants. Là, les tuteurs, sur les tuteurs, on est plus nombreux, là on est à peu près 4. Les tuteurs ont tous vécu un peu des moments où il faut faire un rapport, où il faut faire quelque chose, et on continue d'encadrer quand même. Donc ça veut dire que voilà, on a le recul suffisant pour pas se remettre complètement en question et voilà, c'est pas sauver l'étudiant si il a des conduites dangereuses, si voilà, avec la meilleure volonté du monde, c'est un travail de groupe, c'est l'étudiant, c'est les encadrants, c'est tout le monde doit aller dans le même sens. S'il y en a un qui ne va pas dans le même sens, ça marchera pas. Donc voilà, donc l'essentiel, recommencer à encadrer et que l'étudiant soit pas continue dans sa formation, parce que c'est un peu ça et puis même si c'est pas bien validé, même si l'évaluation se finit mal, ça fait quoi? C'est juste un stage, c'est juste le stage des urgences, ça remet pas forcément en question complètement l'étudiant et il aura forcément un stage de rattrapage où peut-être ce qu'il aura mal vécu aux urgences sera utilisé comme un déclic, un électrochoc et donc il se corrigera sur le stage précédent. Voilà, donc au final, ça se passe bien. Alors, comment se passe la collaboration avec le formateur en institut de formation dans l'évaluation finale? Alors, dans l'évaluation finale, le formateur n'est pas forcément présent dans l'évaluation finale. Elle se fait entre les gens qui ont encadré les professionnels de proximité et le tuteur et l'étudiant. Donc ça se fait en stage. Par contre, le formateur, et là c'est quelque chose qui va se reproduire et qui se reproduit maintenant, c'est le formateur passe voir l'étudiant. Donc voilà, passe voir l'étudiant, voir un peu où il se situe au niveau de ses objectifs, voir un peu les difficultés s'il y a des difficultés, et il invite les tuteurs pour une discussion qui peut durer une demi-heure, 1 heure, et là on essaie de discuter sur l'étudiant, voir comment nous on a perçu l'étudiant, comment eux perçoivent l'étudiant, et on s'accorde au final sur une vision de l'étudiant qui est la bonne vision, puisqu'en plus il est là, il peut commenter, et ça c'est bien, parce que nous on avait eu une formatrice qui était passée juste après le bilan mi-stage, et c'était plutôt intéressant parce que nous on avait mis des améliorés, on s'était situé un peu sur le bilan mi-stage, et la formatrice est venue avec son jargon de formatrice et s'est aligné un peu à notre vision. L'étudiant a compris que finalement il allait vers la bonne direction et que ce qu'on faisait, parce que c'est aussi ça, c'est
chaque service fonctionne différemment. Malheureusement, on fonctionne trop différemment d'un service à un autre, d'un stage à un autre, et donc c'est parfois bien pour l'étudiant d'être un peu conforté en disant que finalement les formateurs valident ce qui se passe dans le stage en termes d'évaluation, que finalement on fait à peu près tous le même métier et qu'on est là pour les étudiants, et donc ça c'est bien. Parce que ça se passe pas toujours comme ça, et donc ça c'est bien. Il faut que cette forme-là, il faut pas une forme comme on avait avant, de fausse MSP qui servait à rien. Il faut surtout une discussion, et ça c'est la place du formateur, je pense, de confirmer que finalement les choses sont bien faites. Et je voyais la formatrice poser des questions sur qu'est-ce qu'on avait fait, alors par rapport aux démarches de soins par exemple, ou projets de soins. Ça c'est la grande tendance. Il y a des services qui continuent à faire des projets de soins vraiment très formels, comme on peut le voir, comme on le voyait avant 2009, et voilà, des projets de soins sur les problèmes du patient, sur toute une prise en charge vraiment bien établie. Les formateurs demandent ça des fois aux étudiants, donc les étudiants ont ça en tête. Là, clairement, moi, je ne fais pas de projet de soins. Je ne demande pas aux étudiants d'un seul coup de prendre le patient, la prise en charge du patient, et d'en faire une démarche de soins. C'est pas ce que je demande à l'étudiant. Je demande à l'étudiant de faire tous les jours, dans ses transmissions écrites, je lui demande de visualiser les problèmes du patient et de mettre ses actions, la prise de sang, le bilan sanguin et tout, en lien avec le problème du patient. Donc c'est un projet de soins inclus dans les transmissions. Donc ça c'est pareil, quand j'ai dit à la formatrice qu'on ne faisait pas de projet de soins, elle était un peu étonnée. Quand je lui ai expliqué qu'on faisait ça avec les transmissions, elle a tout de suite validé, et l'étudiant, il a bien compris ce qu'il faisait, ce qu'on lui demandait, c'était tout à fait en accord. Parce qu'on peut faire des variances, un petit peu des choses un peu différentes, mais on va dans le même sens. Voilà. Et je finirai là-dessus. Très bien, merci beaucoup. Vous avez quelque chose à rajouter aussi ? Non.